Bonjour à tous, bonjour docteur Agré. On a le plaisir de vous recevoir sur ce plateau qui est le plateau, on va dire, réel des briefings, puisque d'habitude on les fait par vidéoconférence et bien sûr on préfère faire l'humain, donc on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Paris. D'ailleurs, en fait, merci beaucoup d'être venu sur le plateau et vous n'êtes pas venu spécialement à Paris pour nous voir, mais expliquez-nous un peu ce qui vous a amené à Paris. Écoutez, bonjour Monsieur Azalbert et merci à François de m'accueillir tout d'abord. Et chemin faisant, du fait de mon expérience de médecin et de tout se dérouler depuis bientôt 1 an, j'ai pris la décision d'aller déposer une lettre au président de la République et en particulier pour le questionner sur ses conseils et lui dire que, de mon point de vue, il est plutôt mal conseillé. Waouh! Et donc, vous êtes allé à l'Élysée pour lui déposer une lettre. Voilà. Donc, hier matin, je me suis rendu en vélo devant l'Élysée où j'ai été très bien accueilli par les policiers qui, la veille, m'avaient donné la marche à suivre. Et donc, j'ai fait mon courrier que j'ai pu déposer. Et puis, ils m'ont gentiment remis un récépissé de lettres au Monsieur le Président. Wow. Et vous expliquez quoi dans ce courrier, en fait? Eh bien, en fait, comme je vous dis, de mon expérience, je pense que les conseils, notamment du conseil des experts médicaux, sont probablement peut-être plus clairvoyants, peut-être à cause de la collusion avec notamment les laboratoires pharmaceutiques. Et moi, une de mon expérience qui vraiment m'a amené dans ce point de vue, c'est que je m'occupe depuis 2 ans et demi en tant que médecin de l'information médicale des bases de données de centres de rééducation, et je me suis intéressé dans ma fondation qui s'appelle Partager Vie aux données de mortalité des EHPAD, puisqu'on a 83 EHPAD sur la France entière, répartis, je dis de manière aléatoire sur toute la métropole. Et que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on a des maisons de retraite avec pas loin de 10 000 résidents. Donc il y avait des chiffres relativement importants. Et donc ça a été un constat que j'ai fait fin novembre. Et ce constat, il disait en fin de compte quoi? En fait, moi tout de suite, quand j'ai vu les chiffres, déjà j'ai regardé la mortalité globale. C'est venu de fil en aiguille après avoir vu aussi les données de mortalité globale de l'INSEE, où on avait vu ce pic très important de mortalité au mois d'avril. Et j'ai voulu voir si on avait la même chose. Et donc j'ai regardé la mortalité globale, j'ai regardé la mortalité par classe d'âge tous les 5 ans, ce qui n'a pas du tout publié dans Santé publique France, puisque la mortalité, elle s'arrête aux 75 ans et plus. Donc on a un gros package de mortalité, mais il n'y a pas de détails sur les classes d'âge tous les 5 ans. Après, j'ai regardé la mortalité comparative 2019-2020, mois par mois, et puis aussi sur chaque EHPAD. Et donc moi, j'ai trouvé ces données très rassurantes. Moi, j'ai vraiment eu cette impression. Et alors bien sûr, les 83 EHPAD, ça représente que 1% du parc des EHPAD en France, puisqu'il y a à peu près 7200 EHPAD, et que c'est difficile d'en tirer des conclusions. Et donc j'ai sollicité mon directeur début décembre. Je suis allé le rencontrer pour que on puisse parler en interne de ces chiffres et qu'on puisse avoir le courage simple de publier à travers une institution qui est une fondation privée non lucratif, d'intérêt public, qu'on puisse parler simplement de nos chiffres et des faits. Mais en fait, des chiffres, les effets, c'est quoi dans les, on va dire dans les faits, c'est les conséquences, on va dire, pour vos résidents sont lesquelles? En fait, si vous voulez, la problématique, c'est sur les chiffres que j'ai vus, c'est que on a beaucoup plus de personnes de 90-95 ans qui meurent.
la même manière en 2019 qu'en 2020. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ben, il y en a peu. A priori. Il y en a peu. Et surtout, en 2020, sur les classes d'âge tous les 5 ans, il n'y a pas de surmortalité chez 75, 80, 85 ans par rapport à 2019. Et donc ça veut dire que le virus, pour moi, n'a pas impacté plus fortement les classes d'âge plus jeunes en EHPAD. Alors, on peut répondre, oui, mais c'est les mesures de confinement. Mais on voit bien après, sur la fin des données, que en 2019 aussi, il y avait des établissements où il y avait eu des mortalités plus importantes par rapport à notre moyenne. Et donc tout ça, ça m'a vraiment questionné. Et ce qui est assez important, c'est de comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de base nationale des EHPAD. On y reviendra sur la notion de la stabilité des chiffres, mais vous, en tant que médecin, d'accord, vous avez donc le soin au centre de vos préoccupations, le primum non nocere. La conséquence, on va dire, pour les résidents de cette information ou pour les enfants, tout à fait. C'est laquelle? En fait, si vous voulez, quand on se rassure sur une donnée, moi j'ai dit, et je l'ai écrit à mon directeur, j'ai fait mon diagnostic de médecin. Je dis ça très simplement, c'est-à-dire que quand on est un médecin et qu'on a un patient qui vient nous voir, il vient nous voir avec des symptômes et on a notre expérience clinique. Si il a des symptômes de gravité, on prescrit des examens complémentaires et on fait un diagnostic. Si le diagnostic montre une maladie grave, on l'hospitalise, on lui donne un traitement médicamenteux, voire on l'amène jusqu'en réanimation si c'est très très grave. Mais par contre, si c'est pas grave, on le rassure et on lui dit vous prenez ce médicament, mais ça va passer et ça va s'améliorer. Donc moi je dis j'ai fait mon diagnostic. Et une fois qu'on a fait un diagnostic qui rassure une population, ça permet de faire un peu marche arrière et notamment par exemple, de permettre aux enfants et aux petits-enfants de voir leurs grands-parents. Et ça, je veux dire, ça fait des mois qu'on l'entend et tout humain qu'on est, on l'a bien compris que c'était quand même beaucoup plus fort en termes de soins, de pouvoir embrasser nos grands-parents, de pouvoir les toucher, de pouvoir leur parler et de pouvoir les rassurer et de leur dire qu'on est là pour eux. Et ça, moi je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on retrouve un sens humain et qu'on arrête de couper toutes les sociétés, que ce soit les jeunes, les salariés, les vieux, et qu'on retrouve ce sens humain qui est primordial. On est sur ce plateau, donc on est en face l'un de l'autre. L'humain, c'est d'abord on a le plaisir de vous avoir ici. C'est toujours bien sûr plus agréable qu'au travers d'un écran. Mais en fait, juste avant Noël, en fait, vous vouliez faire quoi? C'était un cadeau de Noël que vous vouliez offrir aux grands-parents? Oui, c'est quoi? Je l'ai fait publiquement et j'avais mis même une vidéo sur YouTube disant que c'était mon cadeau de Noël. Alors, j'avais pas parlé des chiffres de manière publique parce que j'étais tenu à mon devoir de réserve et j'attendais que mon directeur se positionne et qu'il ait ce courage simple de m'associer à cette démarche. Et il l'a pas fait. Et donc, oui, c'était un cadeau de Noël pour dire aux petits-enfants et aux parents de pouvoir se retrouver en famille. Et ça, moi, je trouve que c'est fondamental. Encore hier, je discutais avec un jeune homme de 22 ans qui témoignait qu'il n'avait pas pu aller voir sa tante à Noël parce qu'ils se sont empêchés, ça, à travers toute cette campagne de peur. Et si on ne fait pas tomber cette peur, mais on ne va pas arrêter d'avoir peur de tout. On va avoir peur du voisin, on va avoir peur de l'enfant, on va avoir... Et j'ai fait une vidéo aussi qui s'appelle « La bête féroce de la peur nous a dépassés », c'est-à-dire que ça nous emmène dans des choses très dangereuses. Et Didier Raoult l'a dit quand il a parlé de la publication du Lancet, il parle de bouffées délirantes. Et il dit si on ne se rend pas compte de la gravité de ce qui se passe, ça nous emmène dans des choses très, très dangereuses dans l'humanité. Donc un cadeau de Noël, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes contre la distanciation sociale? Est-ce que vous auriez quand même dit à ces personnes, prenez quand même vos précautions, lavez-vous les mains, 1 mètre 50, 2 mètres? Alors, ce qui est important à comprendre, et je le dis très humblement, moi-même, au mois de mars, quand il y a eu toutes ces histoires de masques, j'ai eu un petit peu peur,
parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc je suis allé à la pharmacie du coin, j'ai pris 3 masques, et je m'en suis pas servi. J'avais une voisine qui avait 92 ans, dont je me suis occupé tout le confinement, et je lui faisais des bisous, et on était très très contents de passer tout ce temps-là ensemble. Et je pense que ça lui a permis d'aller plutôt très bien. En sens inverse, cette peur, si on la casse pas, on continue d'avancer dans ce modèle. Et moi, je suis allé bosser aux urgences d'Ajaccio au mois d'avril pour essayer de comprendre cette peur et d'être plutôt dans le rationnel, parce que j'avais des amis urgentistes, moi j'ai fait 15 ans d'urgence, qui me disaient oui, mais il y a un tel, il est en réanimation, il n'a jamais eu de problème. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre dans la médecine, c'est que bien sûr, il y a toujours des personnes qui, dans des âges plus jeunes, sont hospitalisées ou en réanimation, mais on n'a pas tous les modèles explicatifs, et quand c'est des données individuelles, on y accorde beaucoup plus d'importance parce que c'est proche de nous. Mais ce qui est important, et moi j'ai fait santé publique, c'est de prendre du recul et de regarder les données macro. Et donc moi je suis allé au mois d'avril à Ajaccio, j'ai pas vu de cas gravissimes de jeunes touchés par le corona qui finiraient en réanimation. Alors peut-être que c'est arrivé, et on en est tous fondamentalement désolés, mais par contre j'ai vu des personnes âgées en fin de vie, grabataires, qui faisaient des pneumopathies bactériennes, possiblement dues à la fragilisation par rapport à un virus respiratoire, qui peut être le corona. Mais si vous voulez, bien sûr qu'il y a certainement un rationnel dans les distanciations ou dans le masque, mais on va trop loin, à mon avis, beaucoup trop loin, et c'est pour ça que j'ai écrit au président pour demander qu'on regarde les faits, qu'on regarde les données. Et les faits, les données, c'est un socle pour moi. Et les données d'épidémiologie rétrospective, descriptive, pour moi, c'est un socle qui est imbougeable. Mais par contre, si on ne le regarde pas, eh on continue d'être dans le mauvais axe de vision. Et si on ne regarde pas vers le bon endroit, on peut, on va dire en navigation, s'échouer. Et voilà. Moi, j'ai envie qu'on remette le bon cap. Remettons le bon cap. Donc, est-ce que quelque part vous voulez que le gouvernement fasse une analyse du bénéfice-risque de ces diverses mesures, puisque vous venez de dire que certaines on est allé trop loin, donc on a peut-être pris le mauvais cap, et donc vous voulez qu'on recentre pour essayer de rebalancer ces deux. Mais dans les EHPAD, comme on le sait, les données ne sont pas existantes, il n'y a pas de base de données nationale. Voilà. Donc quelle est votre suggestion au travers de tout ça? Parce que aller écrire une lettre au président, c'est bien, mais être concret, être factuel, c'est une chose, mais faire des propositions, c'en est une autre. En fait, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme vous avez dit, il n'y a pas de base nationale des EHPAD. Chaque groupe a ses bases de données, notamment de mortalité, dans son coin. Et c'est pas colligé au niveau national. Moi, mon autre métier, c'est département d'information médicale, et je m'occupe notamment des données déclaratives des hôpitaux de court séjour et des centres de rééducation. Et il faut savoir que les hôpitaux de court séjour et de rééducation, il y a des bases nationales qui sont agrégées tous les mois et qui remontent au niveau national. Les EHPAD, c'est pas le cas. Et si on veut avoir une vision globale de ça, notamment, peut-être que ça doit passer par une commission parlementaire qui demande à tous les groupes d'EHPAD de colliger, en tout cas de mettre à disposition leur base de données au niveau du ministère de la Santé, et qu'on puisse aller regarder par groupe d'EHPAD et par répartition de territoire et par classe d'âge et par dépendance les données de mortalité des EHPAD, notamment au mois d'avril, et pourquoi pas aussi, sur chaque période, et qu'on puisse faire notre analyse critique de ça. Si on le fait pas, en fait, on a sur du flou. Aujourd'hui, les seules données de mortalité qu'on a, c'est le dépouillement des certificats de décès. Et dans le dépouillement des certificats de décès, on sait clairement qu'il y a des biais énormes déclaratifs, parce que c'est simplement remplir un papier quand on a le patient sous la main, et qu'en tant que médecin, on n'a pas toujours les informations pertinentes disponibles au moment où il faut renseigner notamment les comorbidités, et que peut-être le biais notamment, c'est qu'il y a une surdéclaration sur un certificat de décès à dire Covid, mais qu'on a oublié dans le certificat de décès de dire qu'il était grabataire, qu'il était diabétique, qu'il était obèse, qu'il était dénutri.
Et ça, si on l'alimente pas, eh ben, on a un biais déclaratif majeur. Et ça, l'épidémiologie, elle apprend ça. Donc, il y a des épidémiologistes, il y a des statisticiens en France, il y a des chercheurs à l'INSERM, au CNRS, qui bossent sur les bases de données nationales du court séjour et des centres de rééducation depuis des années. Et ça a permis de vraiment avoir une analyse du système de santé très forte, mais il est, à mon avis, indispensable qu'on regarde les bases de données de mortalité des EHPAD au niveau macro, au niveau national. Donc cette commission d'enquête, elle serait là pour demander la centralisation des données, l'harmonisation de ces données, de s'assurer que les décès sont bien codifiés dans les cases et faire on va dire, les analyses de manière à étalonner et pour en tirer une leçon. Ça paraît assez simple. Et vous proposeriez quoi à cette commission d'enquête vous-même, pour vous-même? Moi, comme je l'ai écrit au président, s'ils veulent m'associer à la démarche, je suis à leur disposition, puisque, comme vous l'avez compris, je suis en cours de licenciement de ma fondation, et je pense que j'ai une expertise importante là-dessus. Mais surtout, ce qui est important, moi, dans ma fondation, on a à peine 1% du parc des EHPAD, on a 83 EHPAD sur 7200 EHPAD. Et en fait, ce qui est vraiment indispensable, c'est qu'on collige toutes ces données de mortalité d'EHPAD. Il faut savoir qu'il y a plein d'EHPAD publics, où chaque hôpital public a son EHPAD. Donc c'est vraiment chaque petit point, il faut vraiment arriver à centraliser ça, plus on le fera rapidement. Et après, il y a des gros groupes d'EHPAD, comme Corian, Domusvie, Orpea, plein d'autres, qui ont beaucoup plus d'établissements. Les 3-4 que j'ai cités, ça représente au bas mot 800 EHPAD, 800 EHPAD, donc ça fait un peu plus de 10% du parc. Donc déjà, si on fait ce travail sur 10% des EHPAD, on aura encore un autre regard. Vous avez 1%, on passe à 10%, voilà. Mais on peut quand même se tromper. Et si jamais vous vous êtes trompé dans votre analyse ou dans votre observation. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de regarder les faits. Et après, peut-être que les données de mortalité à la Fondation ne seront pas les mêmes que sur la globalité. Mais il faut absolument le regarder. Donc ce que vous dites, c'est que dans votre fondation, les chiffres vous poussent à conclure qu'on aurait pu avoir une approche différente. Et si, quand on monte à 10% des EHPAD, il y a une approche contraire à ça, vous y souscrirez, en fait, dans l'analyse factuelle? En fait, moi, ce que je pense, c'est pour ça que je parlais de la peur au début, c'est que maintenant, ça fait 1 an qu'on a ça, donc on a des données constituées. Et que ce qui est important, c'est de regarder les chiffres et de voir si c'est grave ou pas. Si c'est grave, peut-être que si vraiment il y a une surmortalité réelle avec la base de données nationale des EHPAD, mais aussi avec la base de données du PMSI, du programme de médicalisation du système d'information, pour voir la mortalité aussi sur les classes d'âge beaucoup plus jeunes, et aussi savoir à quoi sont liés les décès, parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui consistent à dire qu'il y a peut-être plus de suicides, ou de renaissement au traitement, ou d'alcoolisation aiguë. Si on regarde pas ça aussi dans la base nationale du PMSI, eh ben, on regarde que les décès à travers les certificats de décès, et en fait, on a des biais déclaratifs énormes. Donc, déjà, faisons le travail de regarder l'épidémiologie descriptive, rétrospective, et puis, une fois qu'on l'aura regardé et qu'on en aura fait l'analyse, on pourra dire si les mesures de distanciation ou de masque, elles sont pertinentes ou pas. Moi, je suis pas là pour juger ça, mais arrêtons d'être dans la peur et regardons les faits. Voilà. Donc en fait, vous continuez votre métier de médecin, de faire une analyse bénéfice-risque et de ne pas juste être que sur le côté risque, de regarder est-ce que la balance est en faveur ou en défaveur. C'est ce que vous suggérez au travers des analyses factuelles qui devraient être plus cohérentes et en l'occurrence sur les personnes âgées. Juste une question au sein des EHPAD. Vous avez vu les différents traitements qui ont été donnés aux patients? Parce qu'une des questions qu'on pourrait aussi se poser, c'est est-ce qu'il y a des différences de traitement
pas forcément le médicament qu'on donne, mais la manière dont on octroie le soin d'un EHPAD jusqu'à l'autre. Donc on pourrait très bien avoir des données de mortalité globale qui soient cohérentes, et puis à l'intérieur des différences. Comment vous suggéreriez de traiter cette... Alors je vais vous donner un exemple qui m'est personnel. Donc moi, mon métier à la Fondation, c'était beaucoup plus de regarder les bases de données des centres de rééducation. Et on m'a demandé d'intervenir dans les EHPAD parce qu'il manque des cliniciens. Donc je l'ai fait vraiment de manière très simple. Et notamment, on avait un EHPAD où il y avait 22 cas positifs. Alors il y a eu des messages qui ont consisté à dire le virus a donné plus de phlébite, de thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire. Donc il faut les mettre sous anticoagulants. Et il faut les confiner dans leur chambre parce qu'ils sont positifs. Et moi, ma réflexion clinique, elle est toute inverse, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, si on les enferme dans leur chambre, entre guillemets, ils vont avoir un périmètre de marche réduit à 10 mètres, alors que peut-être dans la journée, ils font 500 mètres, et que donc, ils sont plus à risque de faire des phlébites. Et en plus, si on leur met des anticoagulants parce qu'ils sont en chambre, ils risquent de saigner. Donc c'est de la iatrogénie en médecine, de saigner lié à ces traitements qui sont peut-être pas donnés à bon escient. Et en sens inverse, j'ai dit à la directrice, mais tu fais venir le prof d'activité physique, tu leur fais faire une demi-heure de sport par jour, le matin, et vous les laissez vivre normalement. On n'a pas eu aucune aggravation. Et puis après, mais ça c'est vraiment le boulot de clinicien, si le virus fait que on a une aggravation pulmonaire, et ça c'est très peu dit de manière simple dans les médias, c'est que le virus il fragilise l'enveloppe pulmonaire, et qu'après, en général, l'aggravation pulmonaire, elle finit sur une infection bactérienne, une pneumopathie bactérienne. Et la pneumopathie bactérienne, ça se traite avec des antibiotiques. Alors, il y a l'azithromycine qui a été extrêmement parlée, mais il y a d'autres traitements comme l'amoxicilline ou l'augmentin, notamment chez les personnes âgées qui sont plus à même de faire des pneumopathies de déglutition. Donc, il faut absolument que les gens qui ont des aggravations pulmonaires soient, examinés, et qu'on puisse les traiter. Moi, j'ai eu des échos, plus que des échos, des témoignages de médecins coordinateurs, où on leur a dit, non, mais vous traitez pas, vous donnez du Doliprane et vous laissez en chambre. Donc, si vous voulez, on instaure un cercle vicieux clinique majeur, qu'on n'a jamais fait comme ça dans la médecine, et alors qu'on a tous les outils pour traiter les patients. Donc ça c'est vraiment important. Et après, si l'aggravation pulmonaire, elle est telle qu'il faut aller en réanimation, eh ben on va en réanimation. L'aggravation pulmonaire, quand on va en réanimation, en général, c'est qu'on fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qu'on a des poumons blancs. Et là, en fait, on est au-delà du virus, c'est que déjà, on est dans un état pathologique extrêmement grave. Et quand on fait un SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, eh ben, la mortalité, elle est plus de 50%. Donc, si vous voulez, une fois que moi je dis, la médecine a fait son travail, on n'a pas l'autre jouvence pour sauver tout le monde, et laissons faire les médecins leur travail clinique, c'est bien l'objet de l'association Laissons les médecins prescrire, bon sens, et maintenant le collectif Santé Libre, mais laissons la médecine faire son boulot, et arrêtons d'avoir cette imposition de choses qui sont, à mon avis, plus rationnelles. Voilà. Et revenons à du bon sens et presque encourager les gens à aller mieux. Parce que quand vous êtes angoissé, ben, vous vivez ça mal, vous avez peur, potentiellement vous respirez moins bien aussi, vous bougez moins. Donc on instaure aussi ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est-à-dire que plus on va stresser les gens, plus on va leur faire peur, plus potentiellement demain quand ils vont avoir une aggravation respiratoire, ils vont déjà s'auto-condamner dans la tête. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on dit le sport c'est bon pour la santé, quand vous, avec vos personnes âgées, vous pensez que l'activité, on va dire le mouvement, fait partie de la vie, et donc ça fait partie de votre analyse du bénéfice-risque, c'est-à-dire que le risque de garder la personne immobilisée est supérieur au bénéfice de le faire bouger, quitte à ce qu'il y ait une forme de circulation accentuée du virus. Ça augmente quelque part ses défenses immunitaires. Ça améliore sa bonne santé globale. Moi, j'ai eu cette chance formidable à la Fondation quand je suis arrivé, parce que j'ai fait du yoga, de pouvoir faire du yoga aux résidents. Parce qu'il y a eu un appel d'offres interne, et moi, ma piste d'accès, ça a été
d'inclure entre guillemets des résidents sur la problématique de l'insomnie. Alors très vite, ça a touché des personnes qui étaient insomniaques, mais aussi anxieuses, dépressives, qui avaient des traitements anxiolytiques Ça a eu un impact et dépression. Ça a eu un impact sur... Et donc je leur ai fait faire du yoga avant l'épidémie. Mais je l'ai suivi pendant 3-4 mois, et je vous assure que j'ai eu, entre guillemets, des manies, mais heureuses et souriantes. Et quand vous soignez, entre guillemets, comme ça, c'est beaucoup plus humain, et ça permet aux gens de se sortir de cette problématique tout médicament. Alors bien sûr, le médicament a un intérêt, mais pour prendre le cas de la personne âgée, On sait que la polymédicamentation a un effet iatrogénique exponentiel depuis des années. Et plus on avance dans les années, depuis 20 ans, plus la polymédicamentation augmente. Mais il est indispensable, et ça commence à être le cas en France, à avoir des profs d'activité physique, de la danse, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, où on va aller accompagner les personnes âgées, des cercles beaucoup plus vertueux et joyeux. Ben, on va finir sur ces mots joyeux et optimistes. On espère que la commission d'enquête vous entendra ou un groupe de travail là-dessus. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu ici, puisque on va dire, la présence physique est toujours préférable à la présence virtuelle. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de prôner pour vos résidents. Ça amène un peu du sourire, d'humain, de proximité. En tout cas, merci beaucoup, Dr Agré, de vous être rendu disponible pour venir sur ce plateau des débriefings de France Soir. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci.